La décision de Macron de dissoudre le Parlement a fait trembler les marchés financiers. Beaucoup de gestionnaires de portefeuilles boursiers en Europe conseillent de vendre. Le docteur Daniel Guggenheim est avec nous ce matin. Nous allons parler des nouvelles dans la presse économique et on va commencer par quelque chose qui vous intéresse à tous. C'est les conséquences des élections européennes et particulièrement de la dissolution en France. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors tout le monde s'interroge, certains ont des accointances en France, d'autres vivent là-bas, certains projettent de venir ici et évidemment il y a des impacts économiques. Alors est-ce que cette dissolution va avoir des conséquences importantes ? Oui, comme j'essaie de le faire souvent dans cette chronique, pour pouvoir répondre le mieux possible à votre question, je voudrais donner ici des points d'analyse, essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé et pour comprendre ce qui peut arriver. Alors, d'abord, puisque j'ai parlé également des élections européennes comme titre, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'Europe, c'est aussi une montée du populisme. C'est-à-dire, pas seulement en France, il y a eu une forte montée du Rassemblement national, mais dans beaucoup de pays, comme en Allemagne, le parti qui représente malheureusement les nazis actuels a énormément augmenté, et c'est ça dans beaucoup de pays. Pourquoi il y a ce populisme qui monte? C'est parce que en Europe, de façon globale, il y a une grande crise financière, une crise surtout sociale, je dirais même, qui est due à beaucoup de raisons d'immigration et autres. Et donc, c'est ça qu'ont exprimé d'abord ces élections au niveau européen. D'ailleurs, il y aura des conséquences au niveau européen de cette montée du populisme et des élections, des résultats par pays, puisque ils doivent se mettre en accord pour ce qui va diriger l'Europe dans les 5 prochaines années, ce qu'on appelle la Commission européenne, et ils sont pas réussi hier à se mettre d'accord, et il y aura sûrement des changements par rapport à ce qu'on a eu maintenant. Ça, c'est une chose au niveau de l'Europe. Bien entendu, ce qui a frappé tout le monde, et pas seulement en France, jusqu'en Israël et dans la plupart des pays du monde, c'est la décision très étonnante, au moins, je dirais, de la dissolution d'Emmanuel Macron. Et maintenant, je vais parler du point de vue économique. D'abord, quel était l'état de la France économiquement? Très mauvais. On en parle souvent ici, je crois. À part l'insécurité et le problème social qui est très fort en France, un nombre de faillites très très important. Il faut le savoir, 70-80 000. On dit qu'il y a 70-80 000 entreprises ont mis la clé sous la porte. En 2024. On dit qu'il y a une baisse du chômage, mais en vérité, si on regarde, c'est souvent les nouveaux contrats sont plus des contrats qui sont des contrats sûrs. Donc, il y a, à mon avis, fragilisation de l'emploi, aussi les gens se sentent leurs conditions d'emploi beaucoup moins fortes. Et il y avait le problème des retraites qu'on connaît. Et surtout, le problème de l'endettement des finances publiques et de l'endettement de la France. Et en fait, il a été dit par ce qu'on appelle le haute finance de la République, ceux qui s'occupent des finances et le Cour des comptes, que le budget qui a été présenté en 2024 par le ministère des Finances en France est un budget qui était insincère. C'est-à-dire qu'ils savaient que les chiffres de prévision et les chiffres qu'ils donnaient étaient faux. Et donc, lorsque vous basez un budget sur des recettes et des dépenses, et vous savez que les bases sont fausses, ça s'appelle quelque chose qui n'est pas sincère. Et donc, c'est pour ça que la croissance était moins forte que la dette s'est encore augmentée par rapport à ce qui va être prévu. Et ça n'a pas été étonnant parce que les bases étaient mauvaises. Et c'est ça aussi qui a été payé. Et par rapport, j'ai dit, à la décision de Macron qui a été étonnante, point de vue économique, elle s'explique sûrement aussi du fait qu'en automne, il devait y avoir un nouveau budget, comme dans tous les pays, et ce budget aurait dû être très très dur. Parce que, comme je viens de dire, les chiffres de 2024 n'avaient pas été bien faits et la France elle a été un peu dégradée, mais était bientôt sous le coup d'une menace de la Commission européenne de sanctions puisqu'elle dépasse énormément son budget. Donc, ils auraient été obligés de faire énormément d'économies et ils pensaient bien Macron et son gouvernement qu'il y aurait peut-être mis une motion de censure. Donc, il a voulu, par rapport à ça, devancer la motion de censure. Et donc, c'est le côté économique qui explique, à mon avis, la moitié de cette décision et qu'on est. Maintenant,
comme vous dites aussi dans votre introduction, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, je reçois beaucoup de téléphones ces derniers jours, des gens dont vous avez cité, c'est-à-dire dont le cas est pareil, c'est-à-dire des gens souvent qui ont de l'argent en France, bien qu'ils sont partis en Israël, ils ont laissé de l'argent dans la bourse, ils ont laissé dans des assurances-vie, et ils me demandent qu'est-ce que je pense. Et la chose que moi je dis, c'est la chose suivante. D'abord, il faut savoir que les marchés financiers n'aiment pas l'instabilité. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, au mieux de ce que peut prévoir Macron ou l'actuel gouvernement, c'est qu'il y aura qu'il n'y aura pas de majorité, que ça sera le chaos, c'est-à-dire qu'aucun des partis n'aura la majorité, et dans ce cas-là, ça sera un problème pour faire le budget, et les marchés financiers seront, de toute façon, même devant cette situation de chaos, très durs, très intransigeants. Il faut dire, c'est normal, ils gèrent pour leurs retraités dans le monde entier, et eux, ils font pas de cadeaux, ils regardent pas, ils vont pas faire pitié, et donc ça, c'est ce qu'il faut prendre en marche. Maintenant, il y a eu des choses qui étaient assez étonnantes. Mais juste après les élections, et les résultats des élections et cette annonce de Macron, pendant quelques jours, la bourse de Paris et de Francfort d'ailleurs ont baissé tous les deux de façon très forte. 6-7%, ce qui est beaucoup, normal, ce qui est quand même beaucoup, ce qui a fait qu'il y avait plus de gains depuis le début de l'année. Et également, les taux sur lesquels la France elle doit emprunter sur le marché avaient beaucoup augmenté. Ils étaient de 2,5 sont passés à plus de 3. C'est un peu redescendu depuis, on va en parler. Et surtout l'écart avec l'Allemagne est passé à un niveau historique de presque 0,8%. C'est-à-dire que ça coûte au gouvernement français presque 1% en plus d'emprunter que à l'Allemagne. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que le marché financier international, les gens se disent qu'il y aura un problème sur la France. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que cette semaine, il y a pause. Depuis lundi, ça s'est arrêté de chuter. Et on se demande pourquoi. Dans ces deux indices dont j'ai parlé, et la bourse, et le point de vue des taux d'intérêt. Et pourquoi? Et on sait la raison. Elle l'a pas dit. Mais la Banque centrale européenne est intervenue sur les marchés financiers. C'est vendredi. C'est pas un coup de magie. C'est pas un coup de baguette magique. Elle ne l'a pas dit parce que on dit pas ces choses-là parce que qu'est-ce qu'elle veut? C'est psychologique. Elle veut montrer que finalement on a acquiescé la nouvelle. Mais elle peut pas laisser les choses se dégrader. Donc elle a agi. Mais la façon dont elle agit, souvent la Banque d'Israël fait d'ailleurs la même chose. On l'apprend que plus tard. Ils agissent en douce, mais en vérité, ce que je veux dire aux gens, c'est que, je l'ai dit à plusieurs personnes, vous n'êtes pas obligé d'écouter ma recommandation, mais il faut faire un raisonnement froid. Et ça veut dire, si il y a une pause maintenant dans la chute, il faut vendre au maximum, et surtout pour les gens qui veulent partir en Israël, ou ceux qui sont déjà en Israël. Vous parlez de ceux qui ont des actions à la bourse. Oui, et même des assurances, oui, des choses comme ça. Ouais. Parce que j'ai entendu même, il y a une chaîne qui est BFM Business, une chaîne qui est en économique, et j'ai entendu là-bas, et j'étais surpris, la semaine dernière, des gérants de portefeuille, dont c'est le métier, qui disent, moi, ce que je fais maintenant, je vends. Alors, l'autre, il lui a dit, le présentateur lui a dit, mais vous mettez de l'huile sur le feu en me disant ça, parce que vous êtes gestionnaire, et vous allez vendre. Est-ce que moi, on pourra acheter des obligations? Il dit surtout pas, parce que aussi, ils vont tomber, puisque les taux de France vont devenir très durs. On connaît ce qui s'est passé en Grèce, etc. Et la France est bien pire, elle est bien plus endettée, et c'est pas la Grèce pour plusieurs raisons. Et donc, ça peut, maintenant, on est autour de 3, on peut arriver 5, 6% après, puis, pas long, et si ça, il y a pas de choses qui interviennent, je sais pas si la BCE pourra à ce moment-là intervenir, ça sera des taux extrêmement durs. Donc, pour revenir, ça, au niveau, donc, des marchés boursiers, de tous les placements, y compris les obligations, moi, je serais très prudent. Mais votre recommandation. Surtout pour des gens qui ont, comme vous l'avez dit, un œil vers Israël, qui sont déjà là, ou qui veulent partir, c'est ce que je ferai. Maintenant, une autre chose qui est l'euro. Parce que l'euro a un peu baissé. Le dollar a remonté aussi parce qu'on a vu que il baisserait pas ses taux alors que la Banque centrale européenne a dit qu'elle va baisser ses taux. Elle l'a fait d'ailleurs. Et donc, maintenant, le dollar est à peu près à 0,7 par rapport à l'euro. Donc, l'euro a un peu baissé. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup le disent, c'est que s'il y a une crise financière en France, la France est plus ou moins le deuxième pays, je crois, en Europe, c'est pas rien, point de vue de PIB, et qu'elle sera obligée de sortir d'Europe si une partie des programmes sera appliquée, ou bien qu'elle dira, moi, je veux plus faire ce que l'Europe dit, et donc ça sera un problème. C'est l'euro lui-même qui risque d'être en cause. Et donc, il risque d'avoir une très, très forte chute
sur l'euro. Encore une fois, il faut savoir que les choses, des fois, arrivent très brusquement. Après, on analyse. Mais bon, alors, le mot d'ordre est attention. Voilà. Et moi, encore une fois, ma recommandation, oui, vendez et transformez en shekel ce que vous avez. Si vous voulez être en Israël, vous pouvez choisir le franc suisse ou le dollar, c'est autre chose. Mais en tout cas, par rapport à ça, oui, c'est ça ma recommandation. Alors, pendant ce temps, que se passe-t-il en Israël au niveau de l'inflation, mon cher Daniel? Oui. Alors, l'inflation a été 3 fois moins élevée que prévu. L'ensemble des économistes avaient tablé sur une inflation forte de 0,5-0,6 et il a été de 0,2%. On va expliquer pourquoi. D'abord, donner encore un autre chiffre. Sur un an, on est à 2,8%, c'est-à-dire comme on était le mois d'avant, parce que l'année dernière aussi, au mois de mai, on a eu 0,2%. Ça veut dire que c'est le même rythme que ça n'a pas changé. Donc, on est toujours en dessous des 3% qui sont l'objectif du gouvernement israélien et de la Banque d'Israël. Est-ce que la Banque d'Israël, ça va l'aider à baisser ses taux d'intérêt? Là, maintenant, en juillet, elle va, début juillet, 8 juillet, elle doit se réunir. La plupart des prévisionnistes ne pensent pas qu'il le fera parce que la situation toujours est ici aussi sécuritairement assez dure. Et donc, ils pensent que si ça pourra se faire, après, on faudra voir les prochains indices, peut-être en août. Mais en tout cas, la plupart ne pensent pas que la Banque d'Israël va baisser maintenant ses taux malgré ce bon chiffre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 2, 3 chiffres pour expliquer ce qui s'est passé cet indice. Les fruits. Les fruits ont augmenté, les fruits frais d'été, ils ont augmenté de 10%. C'était normal, puisque ça arrive, c'est quelque chose qui arrive toujours au mois de mai. L'habillement a augmenté de 2%. Le manger général a augmenté aussi de 1%. Et qu'est-ce qui a baissé, qui a fait ce résultat? C'est les vacances à l'étranger. De la même façon que le mois d'avant, ils nous avaient surpris de l'autre côté. Et là, ils ont baissé de 7% en un mois. Alors, 2 choses. D'abord, c'est pas étonnant, parce qu'après Pessah... les vacances à l'étranger, ça veut dire quoi? Les hôtels, les avions? Et l'avion, les avions, les autres, tout ce qui est vacances à l'étranger. Et c'est un point important pour l'indice parce qu'ils savent que l'Israélien aime bien voyager et c'est un point de dépense assez important. Et donc, c'est pour ça que ça a eu cette répercussion sur l'indice. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir d'ailleurs que l'Institut statistique a changé sa méthodologie pour calculer ce prix, donc, dont je vous dis des voyages. À l'époque, il demandait aux compagnies aériennes combien vous prenez d'argent et combien vous prenez pour vos billets. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont sur Internet? Ils regardent ce que les low cost font. Et donc, ils ont une autre méthode. Et ça, des fois, c'est normal puisque les low cost sont revenus en Israël au mois de mai. Donc, ils se basent sur les low cost. Ils se basent sur les low cost beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce résultat-là. Maintenant, il faut savoir, c'est évident à mon avis qu'au mois d'été, juillet, août, on risque d'avoir une mauvaise surprise de l'autre côté puisque souvent, les prix remontent à ce moment-là en juillet, août. Donc, c'est que partie remise, mais il faut comprendre ce qui s'est passé. Je voudrais dire encore un mot sur le logement. D'abord, les locations ont augmenté 3,7% pour les nouveaux locataires, ce qui est assez important, mais pas autant qu'il y avait avant, mais c'est quand même assez important. Et les prix des logements. Alors, ils ont augmenté 0,9% par rapport aux 2 mois précédents. Toujours, il y a un delay, d'accord? Sur un an, c'est autour de 2%. C'est moins que l'inflation, mais c'est quand même beaucoup. Qu'avant, on parlait combien ici en 2023, ça faisait que baisser. Qu'est-ce qui s'est passé? On en a parlé. Il y a eu un pre-sale, c'est-à-dire que les promoteurs ont dit aux gens à l'époque, ne faites que 20% ou même moins, 10%, mais certains 5%. Le reste, c'est à mon compte. Et vous n'avez pas besoin de prendre mashkanta, prendre rien du tout. Et donc, ça fait qu'ils ont réussi à vendre, que les gens sont revenus sur le marché. D'ailleurs, même les mashkanta, on a vu, ils ont revenu très fort, presque 8 milliards de shekels ce mois. C'est énorme avec les taux d'intérêt qu'on a. Mais ce que je voudrais mettre là, ici, une chose en garde pour les gens, j'ai vu dans la presse financière quelque chose comme ça. Quelqu'un en avait proposé cette chose de 10,90 elle a dit c'était tellement attrayant dans 3 ans, puis je verrai si je veux. Oui, de mettre 10% d'apport et ensuite 90 à la fin. Kablan. Et alors elle a dit que pourquoi elle est revenue à la maison, elle a dit au Kablan, moi, je reviens toujours chez moi à la maison avant de signer pour réfléchir comme ça. Et elle voit que le promoteur, celui qui fait ça, lui a demandé de signer un autre papier. Parce que les promoteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin de montrer à la banque que c'est assurer le financement de ça. Oui. C'est pas 10 ou 20% qu'ils vont assurer. Donc lui, il a besoin de mettre de l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait signer aux gens? Souvent, il faut voir si vous signez pas ça. Je parle des acheteurs potentiels. Que là, cet emprunt que le Kablan y fait,
c'est vous qui le faites. Vous signez un papier à la banque. Que vous êtes on garantit sur plus le. Plus que ça, c'est sur vous l'emprunteur. Alors lui, vous. qu'est-ce qu'il fait? Le cabin dit, mais c'est moi qui vais payer pour toi. Ça, la banque le sait pas, d'accord? Il dit, mais vis-à-vis de la banque, elle voit, monsieur, elle vérifie d'abord si ce monsieur a la possibilité de rembourser, pas 20%, mais 50%. Faut faire attention à ce qu'on vous demande de signer. Et surtout, lorsque vous achetez un appartement, en général, on le sait, les gens sont avertis, sont accompagnés d'un avocat, etc., etc. Alors, on va conclure l'émission parce que, voilà, le temps presse avec une nouvelle sur Teva. Teva augmente de 130% en un an et sa valeur boursière est de 50% supérieure à la banque Leumi. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Oui, tout à fait. C'est grâce à elle d'ailleurs, c'est grâce à cette augmentation que la bourse israélienne, ce qu'on appelle l'indice phare des 35 plus importantes sociétés boursières en Israël, a augmenté. C'est grâce à Teva, parce que Teva est aussi important là-dedans. Et à cette augmentation, même, on a parlé en un an 130%, depuis le début de l'année 70%. Encore une fois, il faut le dire, c'est grâce à tout le travail qui a été fait de Teva pour devenir beaucoup plus saine. Et il y a eu malheureusement beaucoup de gens qui ont été renvoyés, et d'un autre côté, ils ont réussi à beaucoup plus vendre. Et chaque fois d'ailleurs, pourquoi ils ont tellement augmenté? Tous les prévisions des économistes sur le résultat sont dépassées. C'est-à-dire que Teva fait mieux que ce que les toujours mieux. Maintenant, il faut dire encore des chiffres parce que c'est quand même impressionnant. Teva, il vaut à la bourse israélienne, en Israël, 72 milliards de shekels. Donc, c'est la première société en Israël qui vaut, en bourse je parle, qui vaut le plus cher. Et après, il y a les banques, donc Banque Leumi, qui vaut autour de 50 milliards de shekels. Vous voyez, la différence entre les deux est très importante. 50%. C'est très important, 25%, puisqu'entre 72 et 50 milliards de shekels. Maintenant, ce qui est intéressant, et Teva est coté aussi, c'est une société israélienne qui est cotée à la bourse de Tel Aviv et aussi à Wall Street. Ok. Et est-ce qu'elle est la première ou pas là-bas? Non, la première là-bas, c'est Mobileye, qui, elle fait 26 milliards de dollars, donc c'est à peu près un peu plus que ça, autour de 100 milliards de shekels, donc elle est plus forte que Teva, mais c'est quand même impressionnant qu'elle est, au niveau de tous les Israéliens qui sont cotés à l'étranger, la deuxième du monde, la deuxième même à l'étranger. Ouais, c'est vraiment un résultat impressionnant, et puis aussi, on va signaler que ce soit deux sociétés israéliennes, la bourse américaine, qui soient l'une derrière l'autre, et en tête de peloton, ça fait aussi très plaisir. Merci beaucoup, Daniel. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.